Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler du financement du système de santé américain et son évolution avec l'Affordable Care Act et le Trump Care. Alors pour commencer, le système de santé américain, donc c'est un système libéral et qui est fondé sur le marché et qui s'organise autour d'assurances privées. Alors l'assurance maladie privée, elle est généralement liée à un contrat de travail puisque c'est les entreprises qui vont proposer à leurs employés une couverture maladie. Il existe cependant une assurance maladie publique donc, qui permet aux personnes les plus défavorisées d'accéder aux soins. Donc on a le Medicare donc pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes handicapées, et on a également donc, le Medicaid qui lui est destiné aux personnes qui ont de faibles ressources. En plus de ça, en plus de ces deux systèmes, on a également donc, des Américains qui ne sont pas couverts par un système d'assurance maladie. Et donc toute la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'Obamacare, ou en tout cas les avancées de l'Obamacare, seront renversées par le Trump Care. Et donc je laisse nos invités en débattre. Donc le premier pas fort de cette réforme a été qu'elle a rendu obligatoire l'assurance pour tous donc les Américains. Donc avec une amende de 325 $ pour ceux qui ne s'assureraient pas. Donc, dans une certaine mesure, puisque l'Obamacare est lié à un contrat de travail, donc il exclut de facto ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Plus, malheureusement, un certain nombre de dérogations avaient été prévues à l'origine, qui ne cessent de gonfler, et aujourd'hui, bon nombre de personnes, on estime à 5,7 millions d'habitants, font partie des dérogations, que ce soit des communautés qui pratiquent le partage des coûts médicaux, comme les Amish, ou certaines catégories de la population, comme les Amérindiens. Mais dans l'ensemble, on est passé de 16% d'Américains qui n'avaient pas d'assurance santé à 9%. oui, donc c'est vrai que ça a quand même été une bonne réforme. C'était une bonne réforme là-dessus. D'accord. Donc l'Obamacare, c'est une réforme qui a quand même bien été organisée, puisque chaque État a dû établir un plan, donc plan or, argent et bronze, avec 10 garanties minimum. Donc ces garanties, elles concernaient le service ambulatoire, les services d'urgence, l'hospitalisation, l'accouchement et prise en charge du nouveau-né, la santé mentale, les prescriptions médicales, les services de rééducation, l'analyse en laboratoire ou encore la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. Et enfin les services pédiatriques. Là, concrètement, c'est vrai que c'était une volonté du président Obama de mettre en place un minimum d'actes de soins couverts par système de santé à assurance obligatoire, mais les compagnies d'assurance en ont profité pour complexifier les contrats d'assurance, et aujourd'hui, bon nombre d'Américains ne savent pas exactement l'ensemble des exemptions que contient leur contrat et se retrouvent sous-assurés sans le savoir. Sur ce point, c'est exact. Mais l'Obamacare a aussi aidé les foyers les plus modestes à s'assurer, en leur octroyant une aide sous la forme de crédit d'impôt. Pour les personnes les moins aisées, c'était quand même une bonne réforme. Tout à fait. Alors, le point négatif qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que le seuil pour bénéficier de crédit d'impôt, c'est d'avoir un revenu ne dépassant pas les 40% du seuil de pauvreté américain, qui est fixé à 1 300 $ par mois. Mais ce qu'on pourrait reprocher, c'est que ceux qui sont juste au-dessus du seuil sont des revenus modestes qui ont beaucoup de mal à souscrire à une assurance de santé qui leur est obligatoire sans bénéficier de crédit d'impôt. Ça représente 10% de la population américaine. C'est vrai. Donc quand même, l'Obamacare, tu ne pourras pas me contredire sur ça, ça a permis aux jeunes de bénéficier de la couverture d'assurance maladie de leurs parents jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc ce qui a permis de faire baisser le nombre de jeunes qui n'avaient pas d'assurance à 21%. Oui, tout à fait. Là aussi, un bémol, c'est vrai que les jeunes jusqu'à 26 ans peuvent bénéficier de la couverture santé de leurs parents, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les primes d'assurance qui ont fortement augmenté, notamment en 2014 avec l'entrée en vigueur de l'Affordable Care Act, fait qu'ils ne peuvent pas souscrire à des assurances disponibles sur le marché
qui peuvent être moins chères, et donc les dépendants de ceux qui souscrivent à une assurance obligatoire avec leur employé se retrouvent à devoir souscrire à des assurances chères, et ils auraient pu avoir des assurances moins chères s'ils ne bénéficient pas du minimum avec leurs parents. Donc enfin, moi je dirais que le dernier point fort de la réforme, ça a été l'élargissement du Medicaid. Donc le plafond des revenus permettant d'en bénéficier a augmenté, ce qui a permis quand même à près de 8,7 millions d'Américains d'en bénéficier. Là aussi, malheureusement, des dérogations ont été accordées pour un certain nombre d'États pour ne pas étendre Medicaid, ce qui concerne une quinzaine d'États aujourd'hui, à peu près 5 millions d'individus en 2017. Dernier gros point quand même qu'on n'a pas abordé sur l'Obamacare, c'est la complexification du système de santé américain avec plus de contrats, ce qui rend moins visible pour les Américains quand ils souhaitent souscrire à un contrat type, et l'absence de remise en cause d'un système qui avait déjà de profonds dysfonctionnements, où au final les compagnies d'assurance continuent de décider de l'avenir du système de santé américain, qui n'a jamais été aussi cher. Alors, puisque la réforme de l'Obamacare a permis à bon nombre d'Américains de bénéficier d'une assurance maladie, que propose Trump et son administration pour remplacer cette réforme de l'assurance maladie américaine et qui a été partiellement adoptée par la Chambre des représentants? Alors nous pouvons voir maintenant également les avantages de Trump Care qui sont nombreux. Après nous verrons avec les inconvénients. Donc en abrogeant l'Obamacare, Donald Trump souhaite donner la possibilité aux citoyens américains d'avoir davantage le choix de la compagnie d'assurance. Donc la concurrence qui est souhaitée entre les compagnies d'assurance par Donald Trump a pour principal effet, ou en tout cas aurait pour principal effet, souhaité de tirer les prix vers le bas et serait donc totalement profitable pour l'assuré. L'un des moyens avancés dans cette réforme est de permettre aux compagnies d'assurance d'agir dans n'importe quel État des États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en misant sur la concurrence entre assureurs, le président américain espère que les offres d'assurance maladie proposées aux Américains seront de bonne qualité et seront davantage diversifiées qu'auparavant. Par ailleurs, une transparence totale sur les prix est exigée par les assureurs. Le deuxième avantage du Trump Care, c'est d'autoriser les assurés à déduire de leur imposition leur police d'assurance santé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette déduction fiscale aurait pour effet mécanique de faciliter l'accession à un contrat d'assurance. Le troisième avantage du Trump Care est de faciliter l'accès et l'usage de comptes épargne santé en les exemptant d'imposition. Cette épargne peut donc par la suite être consacrée par l'assuré pour rembourser ses frais de santé futurs et à venir. Le dernier avantage du futur Trump Care est de supprimer les barrières commerciales aux importations de médicaments. Cette mesure aurait pour effet immédiat de stimuler la concurrence et de faire baisser le prix des médicaments. Donc, très bien, donc je vois que vous parlez beaucoup donc, de tout ce qui est des avantages, mais vous ne parlez pas du plus important, donc, qui est de faire sortir les jeunes et les personnes en bonne santé de ce système. Parce que selon le Congressional Budget Office, ça aboutirait à assurer 14 millions d'Américains de moins que l'Obamacare, et ça irait même jusqu'à 52 millions d'ici 2026. Donc ce qui est vraiment le plus important et que vous avez bien sûr, vous n'avez pas cité, ce sont le rétablissement des maladies préexistantes. Donc ça c'est un amendement qui est très décrié, parce qu'en fait on trouve toute une liste de maladies qui peuvent empêcher les personnes d'obtenir une assurance. Et parmi ces maladies on retrouve des choses un petit peu aberrantes comme la grossesse par exemple, ou les maladies cardiaques et les apnées du sommeil. Mais c'est surtout la grossesse donc, qui cristallise les débats, et aussi le viol, parce que là on trouve que les personnes donc, qui ont subi un viol et qui ensuite ont dû être traitées par exemple pour des MST ou un avortement ne pourront pas obtenir d'assurance maladie. Donc c'est pour ça que cette réforme a surtout été accusée donc, de surtout viser les femmes. Et donc là on a fustigé donc, les choix du président Trump qui avait déjà commencé à agir donc, contre l'avortement, comme on l'avait vu quand il a interdit les financements des ONG internationales. Donc ça c'était vraiment critiqué parce que du coup donc en 2016, donc les États-Unis avaient dépensé 600 millions de dollars pour des programmes de santé. Et donc maintenant, cette aide a été supprimée et donc de nombreux pays, par exemple du tiers-monde, vont en souffrir. Il a également, entre guillemets, attaqué le planning familial en supprimant ses financements fédéraux, donc jusqu'à 550 millions de dollars. Et par contre, après, c'est vrai qu'au niveau financier, on retrouve le fait que toutes les taxes qui étaient prévues donc, par l'Obamacare ont été supprimées.
Et enfin, on peut dire que les primes d'assurance peuvent être multipliées par 5 pour les patients les plus âgés. En guise de conclusion, nous pouvons avancer que les dernières réformes du système de santé américain n'impliquent pas de remise en cause profonde de sa structure. L'effet des réformes se situe au niveau de politiques incitatives en faveur de l'accès plus ou moins large, en fonction de critères de ressources ou de pathologies. S'il est incontestable que l'Obamacare a permis à des millions d'Américains de bénéficier d'une couverture santé, la réforme prospective du président Trump réduit substantiellement cet élargissement de la couverture santé aux ménages les plus faibles. Le système de santé aux États-Unis reste le plus cher du monde, pour un résultat médiocre comparé aux systèmes universalistes tels que les systèmes britanniques ou français, sans que les politiques ne le remettent en question. Les années à venir ne semblent au final pas s'interroger sur la pertinence du système dans sa globalité, et les premières inflexions des courbes d'espérance de vie, notamment chez les minorités ethniques et les couches populaires, font craindre la consolidation et le creusement d'une santé à géométrie variable dans la première puissance économique de la planète.